Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Tech Sama Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Nous avons des actualités assez intéressantes cette semaine-ci avec notamment la sortie des Core Intel de 14e génération. Nous avons aussi AMD qui a fait des annonces, notamment leur nouvelle carte graphique mobile haute performance. Ils ont aussi annoncé les nouveaux Threadripper et puis vous avez d'autres news en tout genre. Vous avez une table de matière dans la description ainsi que sur la barre de lecture. Je vous invite à sauter vers le sujet qui vous intéresse le plus. Commençons tout de suite. La première news de la semaine, c'est au niveau gaming et c'est le fait que maintenant Activision Blizzard appartient réellement à Microsoft. Donc l'achat est complété. Ils avaient reçu les autorisations des différents organismes aussi récemment, je vous rappelle, parce que chaque fois que vous avez un énorme rachat comme ça, et c'est un rachat pour plus de 60 milliards de dollars, si je me souviens bien, forcément, vous avez des organismes qui regardent, qui sont en mode, est-ce que ça poserait pas des problèmes au niveau concurrence et tout? Et ils ont finalement autorisé, ce qui selon moi est discutable parce que ça donne énormément de pouvoir dans la main de Microsoft, surtout par rapport à leurs concurrents, Nintendo, PlayStation, Sony et tout ça. Donc c'est pas forcément, selon moi, la meilleure chose au niveau gaming. Peut-être que ça aidera toutefois quand même, on peut le dire, Activision Blizzard, parce que depuis des années, ils étaient sur une pente. Même si leur revenu était bon, c'est juste parce que ils sacrifiaient leur réputation, ils sacrifiaient des licences derrière, en fait. Notamment Blizzard. Blizzard, selon moi, ils avaient été bien mieux gérés. Depuis des années, ils seraient à un beaucoup plus haut niveau. Quand vous regardez Overwatch qui est tombé dans l'oubli, alors que c'était à une époque le FPS, et qu'ils n'ont pas réussi à détrôner au final Counter-Strike, il y a plein de décisions qui auraient pu être faites, de changements qui auraient pu être faits pour que Blizzard soit au top à l'heure actuelle. Donc peut-être que Microsoft va aider à ça, je ne sais pas. S'ils le font, ça va prendre des années, ne vous inquiétez pas. C'est jamais direct les changements. En général, quand vous avez des gros rachats comme ça, la compagnie qui rachète attend quelques années avant de commencer à faire vraiment des gros changements parce qu'ils regardent qu'est-ce que ça donne en fait. Ils feront quand même des changements dès le début et il y a un changement notamment, c'est le fait que le CEO de Blizzard Activision, qui était détesté par beaucoup de gens, a dit qu'il allait tout simplement ne plus être CEO. Donc il sera jusqu'à la fin, il va rester là jusqu'à la fin 2023, puis après il partira. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour beaucoup de gens, je peux vous le dire. Mais ouais, ne vous attendez pas à des changements drastiques, selon moi, parce que ouais, si Microsoft a racheté Activision Blizzard, c'est que ils savaient qu'il y a de l'argent à se faire et que ils vont continuer de faire de l'argent de la même manière, même si, selon moi, je pense que Microsoft est quand même assez intelligent pour se rendre compte que Blizzard, notamment en particulier, ne peut pas continuer comme ça parce qu'il court vers un mur, vraiment. Quand vous regardez les dernières licences Blizzard, à quel point certaines sont tombées totalement dans l'oubli et à quel point les gens n'ont plus aucune confiance en Blizzard, ouais, ils vont quand même essayer d'améliorer ça parce que sinon ça va juste être n'importe quoi. Enfin bref, on verra bien ce que ça donnera. Et en parlant de CEO qui quittent leur position, vous avez aussi le CEO de Unity qui a décidé de tout simplement quitter sa position. Donc c'est John Riccialiti, qui était un ancien CEO de chez EA pour information. Euh, il n'était pas très apprécié cet homme, on va être très honnête. Ça se demandait comment ça se fait que certaines personnes comme ça continuent d'être élues CEO d'énormes entreprises. Enfin bref. Dans tous les cas, il va quitter l'entreprise. Ne vous inquiétez pas, il aura un magnifique parachute doré. Il va certainement toucher beaucoup d'argent. Il a certainement encore beaucoup d'argent aussi à se faire. Donc, ne vous inquiétez pas trop pour lui. Mais ça veut dire aussi peut-être, probablement pas, les choses pourraient changer à Unity. Mais je veux dire, il a été choisi CEO par notamment le conseil d'administration de Unity, les actionnaires et tout ça. Donc, je veux dire, c'est les actionnaires le problème. Ils vont juste aussi bien mettre un autre CEO qui est moins détesté, mais qui est aussi mauvais et qui va faire n'importe quoi avec Unity. Donc, la confiance est de toute façon, quoi qu'il arrive, complètement cassée au niveau de Unity. Et je pense que c'est trop tard, en fait. C'est beaucoup trop tard pour eux pour faire les changements. Vous avez de plus en plus de gens de studios de développement même, qui disent qu'ils vont passer à d'autres moteurs de rendu pour leurs nouveaux projets notamment. Vous avez aussi, il y avait une chaîne, je ne sais plus le nom, mais il y a une chaîne d'un YouTuber notamment qui faisait beaucoup de tutos sur Unity. Il a aussi décidé d'arrêter de faire des tutos Unity. Il a dit qu'il commençait à regarder un petit peu à d'autres moteurs de rendu. Donc, ouais, le mal est fait en fait. Et évidemment, c'est une bonne nouvelle que ce CEO détesté soit au final parti, il va partir.
mais ça n'aidera pas forcément à regagner la confiance. En parlant de regagner la confiance, Airbnb, alors on avait déjà parlé par le passé d'Airbnb, notamment au niveau de leurs gros problèmes qu'ils ont, au niveau du fait que vous avez beaucoup, par exemple, de personnes qui mettent des listings Airbnb, mais qui cachent des frais de nettoyage et tout ça, et à la fin vous vous retrouvez à payer beaucoup plus cher. On a aussi évidemment le problème que dans des énormes villes comme notamment New York ou Toronto, vous avez des gens qui achètent en gros, genre ils achètent plein d'appartements, ils font des Airbnb avec, c'est-à-dire que la population locale ne peut plus vivre dans leur propre ville, donc ça c'est un énorme problème, et du coup New York a décidé de faire justement quelque chose à ce niveau-là. Donc ça a commencé il y a quelques semaines pour information, et en gros New York maintenant requiert n'importe quel propriétaire de Airbnb à s'enregistrer avec la ville, et aussi ils ont mis des conditions. Il y a une assez grosse liste de conditions, mais pour vous en citer très rapidement, par exemple, si vous êtes propriétaire d'un Airbnb, vous devez vivre à la même adresse. Donc, si c'est un immeuble, vous avez plusieurs appartements en tant qu'Airbnb, vous devez vivre dans cet immeuble. Donc ça permet d'éviter, par exemple, les gens qui achètent des appartements et qui n'habitent même pas aux États-Unis, ça se fait énormément, de faire des Airbnb et de se faire plein d'argent. Donc, ça permet d'en partie régler le problème, déjà ça. Il y a d'autres régulations en tout genre, mais ça c'était le plus gros changement. Mais il y a tellement de régulations en fait que beaucoup de ces propriétaires de Airbnb, notamment à New York, ne peuvent pas s'enregistrer à la ville parce que s'ils s'enregistrent, ils ne respectent pas du tout les conditions. Donc jusqu'à maintenant, et c'est un sacré chiffre quand même, il y aurait eu, apparemment dans New York, il y avait 22 000 listings Airbnb. Pour information, depuis que la loi est en place, il y a seulement 417 propriétés qui ont été enregistrées auprès de la ville. C'est rien du tout. Donc ça veut dire que la plupart des Airbnb à l'heure actuelle à New York ont soit dû arrêter leur opération parce qu'ils seront illégaux, ils sont illégaux dès maintenant s'ils font du Airbnb et qui ne sont pas listés correctement. Et ce n'est pas juste Airbnb, n'importe quelle plateforme en ligne, je tiens à le préciser. Vous devez lister votre propriété auprès de la ville si vous faites de la location en court terme, comme ceci. Donc, ils sont dans l'illégalité. Et apparemment, il y en a même qui sont en train de se tourner vers des trucs pas très légaux, justement, aller sur Facebook pour mettre en location leur appartement. Donc, c'est un petit peu utiliser Facebook de manière dérivée pour faire ça, notamment via le marketplace ou autre chose. Donc, c'est évidemment illégal. Maintenant, il y a justement l'article parle du fait que ça va être compliqué vu qu'il y a certaines personnes qui se tournent vers le côté illégal des black market et tout ça, mais soyons honnêtes, le truc c'est qu'évidemment ça va prendre du temps à la ville de trouver ces listings et tout ça, de trouver ces personnes qui font ça illégalement, mais l'appartement est physiquement là dans la ville, donc pour moi c'est pas comme quelqu'un qui va en ligne et qui achète un produit illégal ou autre chose, ou quelqu'un qui achète des substances illégales ou je sais pas quoi dans la ville, ça c'est plutôt compliqué à trouver des fois. Non, là c'est un énorme appartement, il est là dans la ville quelque part, et si vous mettez un listing quelque part, il va forcément être vu. Si vous voulez que votre listing soit vu par des personnes, ça veut dire qu'il peut aussi être vu par des personnes qui vous cherchent parce que vous faites ça illégalement. Donc, ça prendra certainement un peu de temps pour que la ville s'adapte, trouve des moyens de trouver ces personnes, mais ça se fera. Donc, quoi qu'il arrive, ça va être de plus en plus compliqué pour ces personnes qui ont choisi, en tout cas, la voie illégale. Pour les autres personnes qui ont choisi la voie légale de justement s'enregistrer, évidemment, il n'y en a que 417 pour le moment, mais il y en a d'autres qui vont s'enregistrer, peut-être qu'ils sont en train de faire des changements. Il y en a peut-être aussi certainement qui sont en train de faire qui sont en train de contourner un peu la loi. Comme j'ai dit, il faut vivre dans l'immeuble où vous louez un appartement. Qu'est-ce qui empêche une personne de juste mettre son adresse principale là-bas, de prétendre qu'ils sont là-bas, mais en fait, ils sont jamais là-bas. Parce qu'il me semble qu'ils doivent être aussi présents, justement, quand une personne réceptionne ou vient dans leur Airbnb, ils doivent être physiquement présents aussi sur place, pour information. Mais qu'est-ce qui les empêcherait de contourner la loi ou peut-être de mettre au nom, je sais pas moi, de leurs parents, d'une sœur, d'un cousin, ces appartements, et puis, en tout cas, les listings, et puis eux, ils sont forcément présents, en fait, et ils servent un petit peu de concierge, en fait, en quelque sorte. Donc, il y aura des contournements, quoi qu'il arrive de la loi, ça c'est sûr et certain. Mais ça devrait aider. Selon moi, ça devrait clairement aider. Certains de ces appartements et de ces propriétaires d'appartements vont être en mode « Oh, ça vaut pas la peine, je vais juste louer l'appartement normalement. » Et du coup, ça donnera des logements en plus à des personnes qui cherchaient justement des logements. Bon, après, on va pas se voiler la face, évidemment, en tout cas à Manhattan,
La plupart de ces Airbnb vont être loués par des personnes qui ont quand même beaucoup d'argent parce que le loyer à Manhattan, ça coûte extrêmement cher. Si vous avez déjà vu, évidemment, les loyers à Paris, dites-vous qu'à New York, c'est encore pire, limite. Ensuite, nous avons une news Firefox. Firefox va bientôt avoir un nouvel ajout à, justement, une prochaine version. Pour information, ils avaient acheté récemment FakeSpot en mai. FakeSpot, c'était une extension que vous pouvez installer qui vous permet de détecter les fausses reviews sur les sites assez connus comme Amazon et tout ça. Donc le but, c'est vraiment de scanner ces reviews et de trouver des points communs entre toutes les fausses reviews ou si justement le texte est réutilisé plusieurs fois dans les reviews. Donc c'est plutôt utile. Ça ne va pas détecter toutes les fausses reviews, tenez-en compte. Il y a certaines fausses reviews qui sont plutôt bien faites, notamment, je vous rappelle, il y a des techniques, j'en avais déjà parlé par le passé, mais il y a une technique, c'est vous avez des marques qui vont quand même vraiment inviter quelqu'un à acheter un produit. Donc vous l'achetez, vous faites une vraie review du produit par vous-même, et puis après, la marque vous rembourse et vous donne un bon d'achat ou vous donne de l'argent derrière. Donc en fait, vous êtes un vrai client. Il n'y a pas moyen vraiment de le détecter. Donc ça, ouais, ça existera toujours. Mais du coup, FakeSpot est utile et imaginez si c'est intégré directement dans Firefox. Vous arrivez sur une page, Firefox vous dit « Hey, il n'y a que des fausses reviews ici, n'achète pas ce produit. » Ce serait plutôt puissant. Ils disent d'ailleurs qu'Amazon sera... genre, ce site, c'est Mashable.com, ils disent qu'Amazon sera un petit peu dans la merde, on peut le dire, à cause de ça, mais on va être honnête, je crois pas qu'Amazon sera vraiment dans une situation compliquée, c'est plus les vendeurs sur Amazon qui seront dans une situation compliquée. En tout cas, ceux qui ont des fausses reviews. Et il faut aussi tenir compte que Amazon n'aime pas les fausses reviews non plus. Ça ne les aide pas. Oui, évidemment, il y a des gens qui achètent, mais eux, ils s'en fichent. Eux, ils contrôlent la plateforme. Eux, ils s'en fichent de qu'est-ce qui est vendu. Ils vendent tout, de toute façon. Donc, que ce soit un produit ou l'autre qui est vendu, ils gagneront leur argent quand même. Donc, Amazon n'aime pas les fausses reviews et il les chasse autant certainement que FakeSpot et justement Firefox maintenant. Donc, oui, ceux qui sont vraiment... qui pourraient se retrouver dans une situation compliquée, c'est évidemment, comme j'ai dit, les revendeurs, justement, qui font des fausses reviews et tout ça. Donc, ouais, on verra bien ce que ça se donnera. Après, Firefox reste un petit pourcentage, évidemment, du marché. Donc, il ne faut pas non plus s'attendre à des énormes changements tout de suite. Si c'était rajouté à Chrome, alors là, ça ferait la différence. Mais, yep. Moi, je suis utilisateur de Firefox, donc je trouve ça utile, mais ouais, je sais que ça ne va pas non plus changer le marché d'un coup. Ensuite, on a une news un petit peu hardware, mais qui concerne un peu plus le commun des mortels, on peut le dire. Et c'est le fait que Qualcomm aimerait bien avoir un petit peu leur propre puce M1. Ils voudraient un petit peu révolutionner le monde des PC portables Windows, notamment avec leur propre puce ARM haute performance. Et ça s'appellerait le Snapdragon X. Bon, j'ai l'impression que tout le monde aime bien mettre des X ces derniers temps dans leur nom. Peut-être que bientôt ce sera le Texamacho X, qui sait. Bref, dans tous les cas, voilà quelques années, en 2021, Qualcomm avait fait l'acquisition de Nuvia. Nuvia, et j'avais dû certainement le traiter, je ne me souviens plus, mais j'avais dû le traiter. Et Nuvia, en fait, c'est une compagnie qui avait été fondée en partie par des personnes qui avaient designé la puce M1 de Apple. Des personnes même assez importantes dans le design de cette puce M1. Donc, forcément, il y a du skill derrière, il y a des personnes compétentes. Il y avait même eu des attaques en justice de la part d'Apple, parce que Apple accusait notamment Qualcomm et Nuvia de faire du recrutement agressif, trop agressif de leurs employés, justement des employés qui travaillaient sur les puces M1 encore, et de les faire venir chez Nuvia. Donc ça finalement, c'est tombé à l'eau. Il n'y a rien qui en est sorti pour ceux qui se demandent. Dans tous les cas, du coup, Qualcomm est bientôt prêt. Ça devrait probablement arriver en 2024, si tout va bien. Et ce sera des Snapdragon X. Alors, c'est juste un nom de code. Bon, c'est pas encore le nom exact. Peut-être que la première puce, ce sera le Snapdragon X1. Un peu comme une puce M1, mais c'est X1. Ma foi, Elon Musk serait fier de Qualcomm ici. Ou peut-être qu'ils vont Peut-être que Elon Musk va les attaquer en justice, je ne sais pas. Bref, dans tous les cas, cette puce, on ne sait pas ce que ça donnera encore. Hein. Franchement, on ne sait vraiment pas. Ok, c'est les mecs qui ont designé la puce M1, mais on ne sait pas si c'est vraiment, s'ils ont vraiment le skill qu'il faut pour arriver à refaire la même chose au final dans une autre entreprise. On ne sait pas du tout. Donc ça, il faudra voir. Ce qu'on sait toutefois, c'est qu'il y a des choses un petit peu... déjà, on a le passé. Les anciennes puces
Qualcomm qui sont sortis, notamment vous avez le Microsoft SQ3 qu'ils utilisent dans leur Microsoft Surface. On sait très bien que ces puces-là ne sont pas forcément les meilleures. Elles sont respectables au niveau performance, mais on n'est pas au niveau de ce que fait Apple. Et il y a aussi l'énorme problème du fait que c'est pas vraiment la faute de Qualcomm, c'est aussi la faute de Windows. Windows, c'est juste ne tire pas pleinement parti de ces puces-là. Si on faisait tourner la version ARM de Windows sur une puce M1, et on peut le faire d'ailleurs, les performances sont bonnes, mais voilà, Windows n'est juste pas bien optimisé. Ils n'ont pas aussi Rosetta qui permet de convertir. Enfin, ils ont l'équivalent de Rosetta, mais ça ne marche vraiment pas très bien, qui permet de, en gros, faire tourner un programme Windows x86 natif sur une puce ARM. Ça, Apple le fait sur leur puce M1 et ça marche plutôt bien. Franchement, c'est impressionnant. Mais avec Microsoft, c'est juste pas très bon. Donc, ils ont déjà ce problème-là. Et puis, ils ont aussi le problème que c'est pas Apple. Apple, ils peuvent être en mode « Ok, maintenant, tout le monde fait ça. Tous les développeurs qui font des trucs pour nous, vous faites ça. » Et les développeurs sont en mode « Ok, on n'a pas trop le choix. » Microsoft, quand ils font ça, les gens sont en mode « Nah, je vais pas le faire. » Tu veux que je passe sur ARM? Non, je reste sur le x86. C'est exactement ce qui se passe depuis des années. Donc, même si Qualcomm sort une bonne puce, ça ne règle pas ce problème-là. Enfin bref. Ensuite, on a une vidéo sur FSR3 parce que FSR3 est maintenant disponible dans plusieurs jeux et ça a été testé par Hardware Unbox, une excellente chaîne que je vous recommande fortement. Je n'ai pas encore pu avoir le temps de le tester personnellement, mais ils ont pas mal testé FSR3 comparé à DLSS 3 et ils ont... Les découvertes sont plutôt intéressantes. Je vous résume un petit peu, mais je vous invite à vraiment aller voir la vidéo. Mais pour résumer un petit peu, le plus gros problème qu'a FSR 3 maintenant, et ce serait réglé avec un nouveau driver qui est sorti, mais un des problèmes qu'ils avaient à la sortie en tout cas d'FSR 3 sur ces jeux, c'est qu'ils avaient beaucoup de problèmes d'images qui étaient mal envoyées à l'écran, pas au bon moment et tout ça. Donc ça donnait des problèmes similaires à quand vous utilisez la V-Sync ou quand vous n'utilisez pas justement la V-Sync. Vous avez peut-être déjà dû voir ça. Vous avez une image qui est affichée en partie sur l'écran et une autre image qui est affichée sur l'autre partie de l'écran. Et genre, voilà, ça donne des lignes verticales que vous voyez ou des lignes horizontales qui apparaissent des fois. C'est dû au fait que votre écran n'affiche pas forcément ou en train d'afficher deux images et qu'ils ne communiquent pas avec votre PC. Et c'est pour ça qu'on a maintenant des écrans qui sont... Maintenant, beaucoup d'écrans en fait qui sont vendus sur le marché ont FreeSync ou en tout cas NVIDIA G-Sync et peuvent communiquer avec la carte graphique et dire « Hey, envoie-moi une image quand elle est prête et moi j'afficherai quand elle est prête. » Sauf que du coup, FSR pour le moment ne marche pas avec ça, ne marche pas avec les écrans à taux de rafraîchissement variable. Et FSR 3 ne marche que si vous utilisez la V-Sync pour le moment. Donc ça, c'est un énorme désavantage. Et il y avait ces problèmes qui semblent être fixés apparemment dans les derniers drivers, mais ça, il faut voir. J'allais dire G-Sync, non. DLSS 3, pour information, avec Frame Generation, n'a pas besoin de V-Sync. Vous pouvez utiliser sans, avec, ou même avec un écran, avec un taux de rafraîchissement variable. Donc ça, c'est le plus gros problème de FSR 3 pour le moment. Au niveau qualité, ils ont testé un petit peu et... En réalité, la qualité est assez impressionnante parce que, genre, NVIDIA nous a parlé avec les RTX 4000 que, on a besoin absolument sur la puce directement de notre Optical Flow Accelerator. Donc, c'est une partie de la puce qui est dédiée à juste, basiquement, prédire les mouvements des choses à l'écran pour donner un meilleur résultat avec DLSS 3 et surtout Frame Generation. Et c'est pour ça que les RTX 3000 et 2000, selon eux, ne peuvent pas avoir le Frame Generation. Et pourtant, AMD arrive à faire un plutôt bon travail sans justement cet Optical Flow Accelerator. Or, ils notent dans leur vidéo Hardware Unbox que DLSS 3 reste meilleur. Mais ça, on s'en doutait un petit peu. NVIDIA a de l'avance sur la technologie et tout ça. Voilà. Moi, je m'en doutais que ce serait forcément meilleur. Maintenant, si FSR 3 est suffisamment bon, c'est là que c'est intéressant pour nous, en fait. Parce que FSR 3, avec la génération d'images, est disponible sur les RTX 6000 et aussi sur les RTX 3000, pour info. Et même les RTX 2000, si je me souviens bien. Donc, ça veut dire que si vous avez une RTX 3000, une très bonne carte graphique, il n'y a aucun problème, et que NVIDIA est en mode « Non, pas de frame génération pour toi », vous pourriez l'avoir via FSR 3. Donc, yep. Maintenant, il y a d'autres petits problèmes. Vous avez toujours le problème aussi que FSR, de manière générale, donc l'upscale juste d'image, pas le frame génération, est toujours un peu moins bon de DLSS que DLSS, surtout en très basse résolution, quand vous tournez notamment en 1080p natif, ou en tout cas, vous tournez en 1080p
1080p sur votre écran et que le jeu est rendu à 720p et upscale vers du 1080p, c'est là qu'FSR n'est pas le meilleur. En 4K et 1440p, ça va, mais ouais, quand vous êtes en 1080p, c'est un petit peu moins bon. Donc là, c'est un des problèmes justement des FSR. Ils doivent améliorer juste leur technologie d'upscale, pas juste la technologie de frame génération, mais enfin bref. Et il y a toujours aussi le problème que quand vous avez des très grands mouvements, et ça c'est le problème aussi de DLSS, quand vous avez des très grands mouvements, FSR ainsi que, et ma qualité de vidéo n'est pas très bonne, c'est pour ça que c'est très pixelisé, FSR ainsi que DLSS ont aussi toujours des glitches. Donc ça, vous aurez toujours des glitches sur les deux quoi qu'il arrive. Il y a toutefois un truc intéressant, c'est que FSR et AMD permettent dans les drivers de tout simplement, outre tout ce qui est interface utilisateur, peut outrepasser le frame génération et être rendu nativement. Et donc ça permet au fait que FSR 3 en tout cas n'a pas du tout le problème que Nvidia a avec les éléments graphiques. Donc le GUI dans certains jeux, quand vous avez une carte, une croix pour indiquer le milieu de l'écran dans un FPS, vous avez des glitches avec DLSS 3 et frame génération. Mais FSR ne l'a pas. Donc ça, c'est plutôt intéressant et ça, on se demande justement, on se pose la question, c'est pourquoi Nvidia ne fait pas la même chose? Ça semble pas être très compliqué au final et ça réglerait le problème instantanément. Peut-être que maintenant ils le font, mais c'est juste que les développeurs n'ont pas aussi rattrapé le retard. Mais bref, dans tous les cas, c'est un petit peu la conclusion pour le moment. Le plus gros problème vient vraiment du frame pacing, mais ça semble être réglé dans un driver, mais il faut retester. Mais c'est plutôt impressionnant. C'est clairement pas parfait. Et c'est vraiment, vous l'activez, vous testez. Ouais, vous l'activez, vous regardez si c'est pour vous, si ça marche bien. Si vous n'aimez pas ce que ça vous donne, n'utilisez pas. Et c'est la même chose avec DLSS 3 et le frame génération, je le dis depuis le début. Pour moi, c'est pas forcément un argument de vente des RTX 4000 parce que c'est pas juste comme DLSS normal où c'est juste, il n'y a pas besoin de réfléchir, vous l'activez, c'est des performances gratuites. Non, DLSS 3 plus le frame génération, c'est plus genre, c'est bien si ça marche. Donc, ma foi, avec FSR 3, c'est la même conclusion. C'est bien si ça marche, donc testez. Ensuite, justement, en parlant de FSR 3, FSR 3 utilise la propre technologie d'AMD qui est similaire à NVIDIA Reflex, qui est AMD Anti-Lag. Et apparemment, dans Counter-Strike 2, qui est sorti récemment, vous avez des personnes qui ont été bannies parce qu'ils utilisaient Anti-Lag. Parce que pour le jeu, ça ressemblait à une tentative de tricher en fait. Donc depuis, pour information, ils sont en train de revenir en arrière, Counter-Strike ou Valve. Ils vont maintenant détecter si une personne a activé anti-lag dans le driver et du coup éviter de les bannir parce qu'ils utilisent juste anti-lag. Et aussi, ils pourraient débannir les personnes qui ont été bannies à cause de ça. Donc c'est plutôt une bonne chose qu'ils reviennent en arrière. Mais ça montre que des fois, oui, il faut faire attention quand vous utilisez ce genre de technologie. Peut-être attendre, surtout quand elle vient de sortir, que des gens prennent, testent pour vous, et c'est eux qui prennent le ban si justement il y a des problèmes. Ensuite, nous avons le fait qu'évidemment Intel a sorti leur processeur de 14e génération, et c'est basiquement, je vais vous le résumer très vite, c'est basiquement la 13e génération un petit peu meilleure. Et c'est aussi parce qu'ils ont un petit peu augmenté la fréquence, notamment le 14900K qui et à 6 GHz et plus. Donc, si on regarde, le seul processeur qui a vraiment une upgrade, c'est le i7 14700K parce que lui a plus maintenant de cœur haute efficacité énergétique. Il est passé de 8 à 12, si je me souviens bien. Donc, ça lui profite dans les tâches multicœurs qui vont les utiliser. Donc, comme vous pouvez voir dans Cinebench, le 13700K faisait 30 000 points. Le 14700K maintenant fait 34 800 points. Donc, il fait 4 000 points de plus. Donc, ça, c'est intéressant, mais c'est la seule grosse différence. Parce que par exemple, si vous regardez le 13900K, 37 200 points, le 14900K, 38 700 points, c'est basiquement pratiquement la même chose. Ils ont juste en fait augmenté suffisamment la fréquence pour faire en sorte que leur nouveau processeur passe un peu plus souvent devant AMD, notamment justement dans les tests de jeux vidéo. Mais même si on regarde les performances relatives de ces nouveaux processeurs, vous pouvez voir que même le 14900K, qui arrive à faire mieux que même le 13900KS, se fait toujours battre en moyenne par le Ryzen 7 7800X 3D qui reste meilleur globalement. Donc, yep, pas une révolution ici. C'est même assez bizarre parce que
ces processeurs sortent maintenant, mais visiblement, les nouveaux processeurs Intel qui ont vraiment un changement d'architecture devraient arriver 2024. Donc, ils ont sorti ces processeurs pour qu'ils se fassent remplacer globalement très rapidement. Donc, ouais, c'est assez bizarre selon moi. Mais bon. Par contre, forcément, vous devez bien vous en douter, il y a un prix pour tout ça. Il y a un prix. Et ce n'est pas votre RAM. Non, c'est votre consommation électrique. Vous allez devoir avoir littéralement une centrale à côté de chez vous. Donc, si vous regardez le 13 000, on va regarder plutôt la consommation en multithreading. Le 13 700K, voilà, était à 252 watts. Maintenant, le 14 700K passe à 279 watts. Et le 14 900K, lui, à 282 watts. Et si vous retirez toutes les limites et tout ça, vous les laissez monter, ils vont juste exploser tous les chiffres de consommation. Et quand vous comparez par rapport à AMD, si vous regardez, le seul qui a eu une petite par contre d'amélioration, c'est le 14 600K par contre. Comme vous pouvez voir, il est passé un petit peu plus bas que le 13 600K, donc ça c'est étonnant, mais ça fait pas de mal. Donc, si vous regardez AMD, alors évidemment le 7950X était assez mauvais au niveau consommation, 254 watts, mais AMD a vite corrigé les problèmes avec notamment le 7950X3D. Il est passé à 140 watts en pleine charge. Donc comme vous pouvez voir, AMD a un énorme avantage en termes de consommation. Le 7800X3D est seulement à 77 watts. Il consomme moins qu'un 5800X3D. Ouais. Là, c'est clairement pas l'avantage d'Intel. Après, sur un PC fixe, selon moi, c'est moins un problème. Mais ouais, la conclusion que je vois ici, c'est que ils sont apparemment sortis au même prix, donc ça c'est une bonne chose. Donc moi ce que je vous dirais juste c'est, si vous pouvez avoir un 14 600K pour le prix d'un 13 600K, prenez-le. Même chose avec les i7, les i9. Mais si ce n'est pas le cas, s'il y a une différence de prix, et que cette différence de prix est de, allez, on va dire 40, surtout pour le i5, si c'est la différence de prix est déjà de 40 €, vaut mieux prendre l'ancienne génération. Donc faites-le. En fait, si la différence de prix est trop grande, ou même juste à partir de 40 €, ça va faire la différence en fait. Oui, prenez juste l'ancienne génération et vous serez tout aussi bien. De toute façon, c'est les mêmes cartes mères pour info. C'est toujours du Z790. Il y a eu un refresh des cartes mères. Toutefois, il y en a des nouvelles qui sont sorties avec du Wi-Fi 7 et tout ça, mais c'est basiquement la même chose. Ensuite, nous avons Intel qui a sorti une nouvelle carte graphique, la A580. Et cette A580, avec un nom qui ressemble énormément à un avion Airbus, est une carte graphique plus d'entrée de gamme. Elle se place évidemment au-dessus des c'était des 380, il me semble, en étant un peu plus puissante, mais elle se place évidemment en dessous des A700, notamment la A770 et la A750. Et du coup, pour résumer un petit peu au niveau performance de ce que j'ai vu, c'est si elle est utilisée correctement, c'est-à-dire dans un jeu qui peut vraiment utiliser sa full puissance, et il y en a certains, c'est le cas, elle est plus performante qu'une RX 6600. Mais si elle est dans un jeu pas forcément le mieux optimisé, la RX 6600 repasse devant. Et elle a 8 Go de RAM et tout ça, donc au final, elle est très similaire à la RX 6600. Et pour beaucoup de gens, je dirais juste de prendre une RX 6600. La RX 6600 est vendue 200 et des euros. Cette carte va être vendue 200 et des euros. Donc, ouais, prenez juste la carte AMD. Vous serez mieux, des drivers plus stables, moins de problèmes dans beaucoup de jeux, surtout les anciens jeux. Je sais qu'Intel fait énormément de progrès et c'est génial. Comme j'ai fait une vidéo récemment sur le sujet et c'est vraiment impressionnant tout ce qu'ils ont pu, à quel point ils ont pu avancer. Mais moi, je ne suis pas encore prêt à le recommander au commun des mortels. Pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas en ordinateur et tout ça, s'ils prennent une carte Intel comme ça, ils vont avoir des problèmes. Et ils peuvent avoir des problèmes qu'ils ne savent pas régler par eux-mêmes. Donc, yep, la RX 6600 reste un meilleur achat. Pour le moment. Peut-être que dans 2 ans, il y aura tellement eu de drivers et tout ça que ce sera une bien meilleure carte. J'espère, franchement. Mais en attendant, c'est la situation. Ensuite, on a une news sur le fait que GeForce Now va augmenter au niveau prix. Pas très étonnant. C'est un peu le problème à chaque fois avec des services de streaming. C'est que même si au début, ils pensent le faire pour un certain prix, le coût de l'électricité, peut-être qu'ils doivent faire plus de data center, fait que bien souvent, ils doivent augmenter de prix. Donc là, c'est une augmentation de 1 à 2 € par mois. Ça va encore, mais ça veut dire que, oui, l'avantage des services de streaming de jeux vidéo, et GeForce Now est l'un des meilleurs. Je suis en train de faire un test actuellement, notamment de GeForce Now et le service de chez Microsoft.
Et je fais aussi un test, et je peux le montrer. Techniquement, oui, je pense que je peux le montrer. J'ai une G-Cloud ici, de chez Logitech, et j'ai aussi une Razer Edge. Donc, je suis vraiment en train de tester, voir est-ce que le streaming de jeux vidéo est valable maintenant? Est-ce que ça vaut la peine? Et surtout, est-ce que ça vaut la peine sur un de ces appareils mobiles faits pour? Je suis en train de le tester. Donc, vous aurez ça très prochainement. Mais ce que je peux vous dire, c'est que, évidemment, il y a des limitations à la technologie. Souvent, c'est juste Internet, franchement. Et des fois, c'est aussi le fait que le data center est peut-être un peu trop loin. Donc, ça, c'est en train de se régler, mais ça finira par se régler petit à petit. Et quand ce sera plus forcément un problème pour la plupart des gens, le streaming de jeux vidéo, selon moi, ça va être le futur, en fait. Pas pour tout le monde. Il y aura toujours des gens qui voudront un PC, qui voudront une console et faire tourner leurs jeux chez eux. Mais pour beaucoup d'autres, imaginez, la prochaine génération de Xbox et de PlayStation, pour moi, ils vont faire un modèle streaming. Vous aurez la Xbox Series X2, je sais pas quoi, et vous aurez une Xbox série streaming, je suppose, et ce sera juste une petite boîte connectée à Internet qui stream tous les jeux Xbox directement chez vous. Et l'avantage à passer à ça, c'est que quand on sera full passé à ça, quand il n'y aura plus forcément de Xbox pour acheter ou de PlayStation, il n'y aura plus besoin d'en acheter une nouvelle en fait. Parce que ils pourront juste dire oh, à partir de maintenant, on a amélioré nos data centers et le niveau graphique augmente. Voilà. Et vous n'avez pas besoin de racheter une nouvelle boîte parce que c'est juste une boîte qui stream le jeu vidéo. Donc ça va être certainement le futur. Les upgrades font plus chez vous. Vous n'avez plus besoin de changer votre console. C'est changé derrière dans un data center. Ça a ses avantages, évidemment, mais ça a aussi ses désavantages. Je sais, il y en a des gens qui sont « Ah, moi, je ne veux pas ça. » Je sais, personnellement, je préfère toujours avoir mon PC. Mais il faut quand même pas nier le fait qu'il y a des énormes avantages pour beaucoup de gens. Notamment le fait de... Vous pouvez juste jouer sur n'importe quel appareil. Vous pouvez jouer n'importe où sans pour autant prendre votre console. Et quand on sera dans une situation où Internet est suffisamment bon partout pour jouer à ces jeux, à ces services de streaming, et on n'en est pas très loin, hein, franchement, oui, ce sera juste un choix logique pour beaucoup de gens. Surtout que, de toute façon, quand vous voyez... Moi, personnellement, le problème des services de streaming, ça reste toujours la latence. Elle est très impressionnante des fois, surtout sur le service de Microsoft, et j'en parlerai plus dans ma vidéo. Mais il y a toujours une latence. Il y a toujours un délai quand vous faites une action. Mais le truc, c'est que vous avez beaucoup de gens qui jouent sur console, sur des vieilles TV. Et sur les vieilles TV, des fois, vous avez une latence qui est monstrueuse. Je ne sais pas si vous vous rendez compte certains, mais vous avez des TV qui, des fois, qui ont 100 millisecondes de latence. Vraiment. Et 100 millisecondes de latence, c'est moins bon que certains services de streaming de jeux vidéo. Surtout, si vous êtes à Paris, le data center, il est juste à côté de chez vous. Vous n'allez pas avoir 100 millisecondes. Vous allez avoir 10 millisecondes causées juste par votre connexion Internet. Donc, ça veut dire que dans certains cas, vous seriez mieux sur un service de streaming de jeux vidéo avec un bon écran, peut-être sur votre ordi portable qui a moins de latence que votre TV, et qu'avec une console et une vieille TV, en fait. Donc, bien. Ça, je pense que beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Mais oui, il y a aussi quand même toujours ce problème de latence et aussi le fait que peut-être on aura ce problème de prix parce que, comme on l'a vu, le prix a augmenté. Donc, si vous êtes dans le futur et que vous avez juste cette boîte pour streamer, vous n'avez plus de console, qu'est-ce qui empêche de juste Microsoft d'être en mode « Ah, maintenant le prix il est augmenté de 2 € par mois. Merci pour l'argent en plus. » C'est ce que fait Netflix, c'est ce que font tous les autres services de streaming. Donc, à mon avis, on va voir une explosion du streaming de jeux vidéo. Et puis après, tout comme le streaming à l'heure actuelle de séries, on va voir, tout le monde va en faire. Et ça va vraiment prendre. Et puis les prix vont commencer à augmenter. Et puis les gens vont être en mode, finalement, je vais peut-être me reprendre un PC ou une console. Ça, je le vois arriver à 3 km. Ensuite, nous avons le fait que AMD a annoncé la RX 7900M. Elle est officielle. Et du coup, c'est à peu près tout ce qu'on savait sur cette carte. Elle a réellement 72 compute units. Elle a du coup une fréquence de apparemment 1825 MHz. Elle peut booster jusqu'à 2090. 16 Go de RAM. Un bus mémoire de 256 bits. Une vitesse de mémoire jusqu'à 18 gigabits. Et elle peut aller jusqu'à 200 ou 180 watts maximum. Et c'est basiquement, elle est très proche de la 7900 GRE, mais en version mobile. Et elle a un GPU
plus gros, le GPU a plus de compute unit et tout ça que le GPU que vous avez dans la 7800 XT pour information. Donc c'est vraiment une carte graphique haut de gamme pour ordinateur portable. Maintenant, évidemment, elle est quand même limitée vu qu'elle a une fréquence plus basse et tout ça. Donc au niveau performance, ils ont montré un petit peu et elle se place juste au-dessus d'une RTX 4080 mobile, pas une 4080 PC fixe. Et la 4080 mobile, je vous rappelle, au niveau architecture, c'est basiquement une RTX 4070 Ti. Genre vraiment. Elle a la même quantité de RAM et tout ça. C'est une RTX 4070 Ti mobile. Donc, comme évidemment la 4080, c'est une version mobile ici, ça veut dire que c'était RX 7900M. En toute logique, je n'ai pas trop comparé, mais ça la mettrait certainement au niveau de performance face à une carte graphique de PC fixe, ça la mettrait peut-être au niveau d'une 4070, quelque chose comme ça. Elle serait certainement plus puissante ou aussi puissante qu'une 7800 XT. À voir évidemment, ça dépend dans les jeux. Mais bon, voilà ce que ça donne par rapport à la 4080 qui est sa concurrente directe. Et comme vous pouvez voir, elle est plus performante. Donc ils ont testé en 1440p. Ce sont les chiffres d'AMD, donc à prendre avec des pincettes. Mais ils ont inclus quand même pas mal de jeux RT. Bon, évidemment, Nvidia a toujours l'avantage en pure RTX. Mais certains jeux autres, quand ils n'utilisent pas en tout cas le RTX, AMD est juste devant à chaque fois. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour ceux qui veulent un ordinateur portable full AMD. Et du coup, le premier PC portable qui est sorti avec est l'Alienware M18. Donc c'est un 18 pouces et qui aura aussi du coup un processeur AMD couplé avec. Et c'est un 7000, je ne sais plus c'est lequel, c'est le 7000... Ah oui, ben, ce sera le 7945 HX3D. Donc c'est le processeur justement AMD avec un cache 3D. Donc ça, c'est plutôt intéressant à voir. Maintenant, à voir aussi si cette différence de performance ne vient pas en partie du processeur. Donc ça, c'est peut-être possible. Bref, ça dépend comment AMD a fait ses tests. Mais bon, c'est bien d'avoir une option parce que la seule option au niveau AMD qu'on avait à l'heure actuelle, c'était les anciennes RX 6000 mobiles qui n'étaient pas forcément les meilleures. Et la plus puissante, c'était la RX 7600M XT qui, ça va, elle concurrence la 4060 mobile. Mais ouais, elle ne concurrence pas évidemment une 4080 ou même une 4070, donc c'est bien d'avoir une option. Donc personnellement, je l'ai déjà dit, je suis passé sur mon PC fixe à une carte AMD et récemment j'ai justement eu le Blade 18 de chez Razer qui est avec une 4080 et je l'ai dit à ce moment-là, j'aurais bien voulu avoir une carte graphique AMD, c'est juste qu'il n'y avait aucune option suffisamment puissante en fait. Mais maintenant, il y a une option. Donc, peut-être je vais essayer de voir pour passer à du full AMD parce que j'aimerais tenir cette promesse d'être. Non, c'est pas de full AMD, mais tenir cette promesse de ne pas avoir une carte graphique Nvidia dans un PC que j'utilise. Donc, ouais. En tout cas, un PC que j'utilise dans mes besoins de tous les jours. Donc, j'aimerais bien tenir cette promesse aussi au niveau ordinateur portable. L'autre option que j'ai aussi et que j'aimerais bien, ce serait l'ordinateur de chez Framework, le 16 pouces, qui a une carte graphique AMD. Ça, j'aimerais vraiment bien l'avoir. Comme ça, voilà, j'aurai un PC modulaire future-proof et je serai en plus sur une carte graphique AMD. Donc, ouais, ce serait bien. J'essaie aussi de voir si je peux pas avoir un modèle de test, mais j'ai envoyé des mails, ils m'ont répondu et puis après, ils ont arrêté de me répondre. Donc, peut-être dans le futur, on verra bien si on continue à me répondre. Peut-être dans le futur, je ne sais pas. En même temps de l'annonce d'une carte graphique mobile, AMD a aussi annoncé des nouveaux Threadripper 7000. Donc ça, on le savait que ça arrivait, mais maintenant c'est officiel. Les Threadripper 7000 sont du coup disponibles, ou plutôt vont être disponibles, et vous pourrez les acheter aussi par vous-même. Donc ça, ils ont corrigé un petit peu le problème des Threadripper 5000 qui étaient seulement disponibles si vous alliez chez Dell ou Lenovo ou autre chose. Là, vous pourrez acheter des cartes mères TRX 50, ce sera minimum en tout cas, et mettre un de ces processeurs jusqu'à 96 cœurs. Donc ça, c'est une bonne chose pour les gens qui en ont besoin. Si vous vous demandez si vous en avez besoin, vous n'en avez certainement pas besoin en réalité. Ce seront des processeurs, comme vous pouvez voir, qui vont coûter assez cher. Je ne sais plus où sont les prix. Ils vont coûter genre... c'était en dessous. Voilà. Là, voilà. Ils vont coûter 9 999$ pour le modèle 96 cœurs, 7 000$ pour le 64 cœurs, 3 800$ pour le 32 cœurs et 2 600$ pour le 24 cœurs. On ne sait pas encore les modèles en dessous de ça, mais c'est des processeurs qui vont coûter extrêmement cher, mais aussi qui offrent énormément de puissance pour ceux qui savent l'utiliser. Si vous voulez juste beaucoup de cœurs, mais que vous ne voulez pas des cœurs rapides, je vous rappelle que vous pouvez toujours utiliser juste des bons vieux Xeon de serveurs
recyclés, ou en tout cas des Xeon que plus beaucoup de personnes ne veulent et que vous pouvez trouver pas cher sur eBay. Ça, c'est une solution. Ou alors, vous pouvez aussi prendre éventuellement des processeurs EPYC de chez AMD qui coûtent des fois moins cher et qui vous offrent beaucoup de cœur. Donc ça, c'est une autre solution pour ceux qui voudraient juste beaucoup de cœur pour, je sais pas moi, de la virtualisation ou autre chose. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce Tech Ça Marche aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, pour laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, pour laisser un pouce rouge. On se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.